Fabrique de l'innovation, on est un dispositif de l'Université de Lyon. Quand on dit Université de Lyon, c'est la Commu-Université de Lyon. C'est une communauté d'universités et d'établissements qui rassemble 35 établissements sur Lyon et Saint-Étienne. Et nous, en fait, on a un service transversal qui s'adresse à l'ensemble de ces établissements. Et notre rôle, c'est de, principalement, monter des projets avec des étudiants et des enseignants-chercheurs de ces établissements pour le compte de porteurs de projets, aussi bien du monde, on va dire, de l'entreprise que des collectivités qui nous sollicitent pour des problématiques en lien avec de l'innovation et de la créativité. Et donc ici, vous êtes dans nos locaux, notre fabrique de l'innovation avec le Fab Lab que certains d'entre vous ont découvert. Et on a lancé ce cycle de conférences qu'on a intitulé les regards croisés, parce que l'enjeu de la fabrique de l'innovation, c'est justement de faire se rencontrer ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde académique, à travers nos lieux, mais aussi à travers nos événements. Et donc, ces regards croisés, on a voulu les orienter sur des thématiques en lien avec l'innovation et la créativité, qui sont des sujets qui peuvent à la fois toucher le monde de l'entreprise, mais aussi le monde académique. Voilà pour la petite introduction. Et donc, du coup, la thématique de ce troisième regard croisé, c'est un sujet qu'on porte au sein de la fabrique de l'innovation, qui est important aussi pour nous, parce que dans les projets qu'on mène, le fait qu'on puisse s'appuyer sur l'ensemble de ces établissements, fait qu'en fait on va avoir à chaque fois, on va pouvoir constituer des équipes projets d'étudiants ou d'enseignants-chercheurs pluridisciplinaires. Et c'est vraiment aussi la force de ce qu'on propose, c'est d'avoir en fait ce regard transversal, la possibilité d'offrir ce regard transversal sur les problématiques d'innovation qu'on nous soumet. Et donc forcément ça questionne cette question de travailler ensemble, en fait, du collectif, comment faire travailler ensemble des étudiants de formations et d'origines différentes, de personnalités, d'individualités différentes. Et on a voulu débattre de ce sujet-là avec nos deux intervenants qui sont là aujourd'hui, à la fois parce que dans le monde académique, justement, il y a cette notion de pluridisciplinarité, d'appel à projets multipartenaires depuis plusieurs années, qui est assez encouragée dans le monde académique, à la fois pour offrir une lecture enrichie du monde, mais aussi pour former les étudiants aux grands enjeux de demain, qui sont complexes, qui sont multifactoriels. Donc on voit bien que la coopération, c'est quelque chose qui devient indispensable, aussi dans le monde de l'entreprise, parce que de la même manière, le monde de l'entreprise est challengé, notamment par les nouvelles générations, sur les enjeux environnementaux, mais aussi sur des questions de management, et notamment de posture et de rôle du manager. Voilà, donc les questions qu'on va un peu se poser ce matin, c'est un peu tout ça. Voilà. Quelles sont les conditions pour que le travail collaboratif fonctionne? Comment articuler aussi les expertises dans un groupe? Quelles compétences aussi le formateur, le manager, le chef de projet doit acquérir et transmettre pour être en posture justement de facilitateur. Et les deux personnes que je remercie d'être présentes avec nous ce matin pour en discuter. Donc à la fois nous avons Lucien Rinçant, vous êtes donc consultant en management et facilitateur, et vous êtes aussi fondateur de Leaders Building Agility. Donc vous avez une expérience de 15 ans en France et à l'international, notamment en tant que vice-président administration des ressources humaines de Volvo Group. Vous avez du coup, à travers ces expériences, eu l'occasion d'utiliser de nombreuses compétences de leadership auprès des individus, équipes, projets, organisation et stratégie. Et vous êtes de plus en plus concerné par l'importance déterminante du facteur humain dans le succès des organisations. Et c'est pour ça que vous avez créé Leaders Building Agility. Donc, en tant qu'expert en développement du leadership et en intelligence émotionnelle, vous accompagnez les dirigeants, les managers, les chefs de projet et leur équipe vers plus d'engagement, de performance, de coopération face aux défis individuels et collectifs. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé la petite bio. Et nous avons aussi Estelle, donc vous êtes enseignante-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et vous êtes architecte-ingénieur. Vous êtes titulaire d'un double diplôme architecte-ingénieur de l'École d'architecture à Lyon. Après 3 années de pratique d'architecte en tant que maître d'œuvre en indépendant à Paris, vous êtes expatrié au Vietnam pour le compte de la REP. De retour en France, donc vous enseignez à l'École d'Archi de Lyon et vous avez exercé en libéral dans la région de Lyon avant de créer votre agence Les Archinotes. Vous êtes actuellement maître de conférence à l'École d'Archi de Lyon et vous enseignez au sein du master Expérimentation collective, qui vous a bien inspiré pour cette table ronde. Et vous êtes aussi auteur d'une thèse sur les objets médiateurs dans les processus de conception collaboratif en architecture. Et ça va aussi nourrir justement le sujet de cette table ronde. Voilà pour l'introduction. Rentrons directement dans le vif du sujet. On l'a vu, la collaboration, elle touche à la fois, donc c'est
travaux de recherche, les travaux d'étudiants, les travaux en entreprise, c'est un impératif. Donc la première question en fait, que je voudrais poser à Lucien, c'est quelles sont les conditions en fait, pour que la collaboration au sein d'un groupe fonctionne? Oui, je pense qu'il y a des conditions, effectivement. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y en a une qui est fondamentale, qui pourrait être la base d'une pyramide, si on veut modéliser, qui serait la sécurité psychologique des acteurs, au sens large, quoi, des participants qui soient très intégrés au collectif ou des participants plus ponctuels. Mais l'enjeu, je pense, c'est la sécurité psychologique. Et d'ailleurs, une chercheuse américaine, Amy Edmondson, travaille là-dessus depuis plusieurs années. Elle observe des équipes de manière empirique dans les organisations, privées et publiques. Elle essaye de trouver les différenciateurs de performance entre les équipes. Et l'un des différenciateurs qui revient très souvent, c'est le niveau de sécurité psychologique dans le collectif. On pourrait dire, par exemple, est-ce que je me sens assez sécure dans le groupe pour donner mon avis? Ou bien est-ce que j'ai peur de me faire ridiculiser, ou humilier, ou juger de manière définitive? Est-ce que je me sens suffisamment sécure pour partager mes idées, même les plus folles ou les plus ridicules? Est-ce que c'est OK d'alerter? Et donc cette sécurité psychologique, on voit bien que c'est une condition fondamentale. C'est-à-dire sinon, en fait, on risque d'alimenter des mécanismes de défiance, de non-dit, et se priver de l'intelligence collective. Et les organisations sont de plus en plus conscientes. Un exemple que j'ai vécu en 2022 pour le groupe Husqvarna, un groupe suédois, qui travaille beaucoup avec la Suède, passé Volvo, un groupe global, international, qui fait de l'outillage de jardin, à la base mécanique, mais de plus en plus électrique, et qui sont les plus innovants sur leur marché. Ce qui leur a permis d'être innovants, c'est d'être parmi les pionniers de ce qui est appelé, ce qui est connu maintenant, la diversité et l'inclusion. Donc ils ont sensibilisé l'ensemble de leurs équipiers, managers, équipiers, tout rôle confondu, à cette notion de diversité et d'inclusion. Et quand ils parlent de diversité, c'est le message de leur président de l'époque, c'est pas seulement les diversités visibles, mais c'est ce qu'ils appellent les diversités de pensée. Donc aussi les cultures métiers, l'ensemble des diversités. Et ils font le lien entre diversité et innovation. S'il n'y a pas cette diversité, on se prive de différentes manières de voir, et on se prive de potentiel d'innovation. Mais entre les deux, il y a besoin d'activer ce potentiel. Et ce qui active ce potentiel, c'est l'inclusion. Est-ce que je me sens inclus? Est-ce que, malgré mes différences, est-ce que malgré mes manières de voir peut-être étranges, spéciales ou inattendues, est-ce que malgré mes fragilités, mes vulnérabilités, mon parcours de vie, est-ce que je me sens accueilli, inclus, et donc libre de contribuer? Et donc ils ont mis l'accent là-dessus à travers tout un tas de déploiements d'ateliers, de sensibilisation, de mise en situation auxquels j'ai pu participer. Okay. Donc, diversité, inclusion, environnement sécure. Estelle, est-ce que vous voulez compléter? Oui, moi, peut-être sur cette question, je ne sais pas dans quelle mesure c'est au même niveau ou un petit peu, peut-être sur cette question du temps, parce que peut-être ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose qu'on bâtit finalement. C'est pas là par défaut. C'est quelque chose qui s'élabore et un collectif qui se construit aussi et principalement dans le temps, je crois. Et il me semble, moi, que parmi les conditions de réussite en fait, de cette collaboration, il y a aussi d'être capable d'identifier un objectif commun en fait, de ce collectif. Pourquoi est-ce qu'on est réunis et quelle est quelque part notre raison d'être. Et alors ça, nous, donc c'est pas, je n'ai pas les mêmes références, mais il y a donc deux chercheurs en sciences de l'éducation, Ina Montois et puis Villeneuve, elles ont fait un guide, je le conseille à tous les étudiants, qui s'appelle le guide de résolution du conflit dans le travail en équipe, où elles parlent de ça, et une des choses principales voilà, sur la question de tenir l'équipe, parce qu'on parle d'équipe, du coup souvent autour du projet, pour désigner ce collectif, et ben, c'est définir cet objectif commun. Parce qu'on agit, je pense, les individus toujours pour une pluralité de raisons, finalement. Et ce qui va faire que le collectif va se construire, va pouvoir construire la confiance aussi les uns avec les autres, c'est qu'il y a, pas forcément au-dessus, mais à côté, avec nos objectifs personnels, un objectif commun qu'on va poursuivre tous ensemble. Et je crois que ce travail d'explicitation de l'objectif commun, pourquoi on est là, quel est notre sens, et ben c'est pour moi une condition préalable et quelque chose de fondamental pour faire tenir dans le temps.
parce que sinon chacun revient en fait dans son objectif individuel. Il y a beaucoup de... Souvent, c'est voilà, en fait, la vie est conflit, je pense. Tout le temps dans les conflits. En fait, le sujet, c'est pas d'éviter le conflit, mais plutôt de savoir les résoudre, les identifier. Et donc pour ne pas se réfugier dans ses objectifs personnels et être déçu finalement de la situation, parce que très souvent les échecs dans le travail en équipe, c'est des sentiments de déception, et ben c'est un travail en amont et tout au long sur cet objectif commun. On est ensemble, pourquoi on est ensemble, et donc qui peut aussi aider une forme de travail de deuil, quelque part aussi, d'attentes qu'on aurait pu avoir et qui ne se produisent pas. Quand on a préparé cette table ronde, ce qui était intéressant, c'est que l'un comme l'autre, justement, vous aviez évoqué la posture du facilitateur, aussi bien dans le monde académique que dans le monde de l'entreprise. Cette posture du facilitateur dans le travail collaboratif, qu'il s'agisse du manager ou de l'étudiant, futur diplômé architecte. Est-ce que l'un comme l'autre, vous pourriez revenir un peu sur cette notion, peut-être Estelle, pour commencer ? Oui, alors c'est vrai que du coup, peut-être moi, c'est plus particulièrement dans le monde professionnel des architectes que j'ai questionné aussi un peu une évolution du rôle de l'architecte, parce que c'est vrai qu'on est une profession... tout le monde sait à peu près à une image de ce qu'est un architecte, mais je ne crois pas que grand monde sache concrètement ce que fait un architecte, parce qu'en fait c'est une pluralité, mais comme beaucoup de métiers, hein, en fait on est amené à faire plein de choses. En tout cas il y a cette image un petit peu que moi du coup j'essaye de déconstruire progressivement, alors en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que professionnelle, de cet artiste-auteur un peu inspiré comme ça, de grand guide qui emmènerait des foules vers un projet extraordinaire. Voilà, et moi je crois, alors peut-être, je crois que déjà avant, je pense que pour moi cette figure elle est un petit peu aveuglante, elle s'est construite dans l'histoire pour plein de raisons, quand on revient sur la profession d'architecte. Elle a un peu ce côté un peu aveuglant, donc déjà je pense avant on n'a jamais vraiment été ça, en réalité concrètement notre travail, mais encore moins maintenant, dans un monde de plus en plus compliqué, où on a aussi des attentes, des forts niveaux d'attente en termes de communauté aujourd'hui, de collectif. Les grands chefs qui décident tout seuls, je crois que c'était le monde d'hier, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de revendications, beaucoup de personnes à partager, à participer, etc. Et donc, pour moi, on a notre métier, les architectes, et doit évoluer aussi vers une meilleure conscience de ce rôle de facilitateur. Parce que je crois qu'en fait, on a toujours eu. Et que dessiner, c'est ni plus ni moins que médiatiser des idées des autres, en fait, souvent qui sont là autour. Et souvent, pour moi, l'erreur, elle vient que l'architecte, il pense que quelque part, c'est son œuvre et sa création à lui. Et c'est pas pour dire qu'il fait rien, c'est pour dire que, en fait, souvent, dessiner un projet, c'est faire atterrir dans des dessins des choses qui sont par là. Voilà. Et donc, en fait, je crois qu'à la base de notre métier, il y a ce truc de médiatiser, faciliter, faire atterrir un petit peu des idées, permettre la comparaison aussi. Je crois qu'on a beaucoup un rôle de comparaison. On fait des scénarios, souvent, dans un processus de projet qui permet l'aide à la décision. Et donc, voilà. Donc, moi, ma réflexion sur le médiateur-facilitateur, elle vient en premier lieu, et c'est un peu l'objet de mon travail de thèse, sur le processus de conception collectif et finalement, comment un architecte, par les outils, il a un peu cette expertise quelque part du processus et de médiatiser un peu ces différents points de vue. Et c'est pas seulement médiatiser des points de vue, et pour moi les Fab Labs ça rentre aussi, et donc on a aussi notre mini Fab Lab à l'école, il y a les gros ateliers, peut-être j'en reparlerai, mais donc on a beaucoup dans la pédagogie, on fait aussi atterrir, c'est pas seulement des gens, hein, une architecture, c'est des choses aussi, c'est de la matière, et qui a ses propres contraintes, et qu'il faut apprendre à connaître, voilà, qu'on ne connaît pas tout de suite. Donc, dans un processus de conception, il y a des gens et il y a des choses. Et c'est tout ça qu'on doit médiatiser, qui doit fonctionner ensemble et qui résiste. Enfin, les gens résistent autant que les matériaux, en fait, à vouloir prendre les formes qu'on voudrait leur donner. Donc, c'est un petit peu tout ça, la médiation. Pour moi, c'est pas que les gens, c'est aussi les choses. Et donc, c'est faire atterrir dans la discussion entre les acteurs d'un projet des réalités, des contraintes matérielles, qu'on appelle techniques, c'est toujours la vilaine technique, ou alors la technique magique. C'est-à-dire qu'on va reporter vers l'autre, l'architecte des fois, l'ingénieur, l'ingénieur verra ça, pas à moi. Non, mais l'ingénieur verra ça. Comment ça, mais il verra quoi? Bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, cette question de la contrainte aussi des matériaux, à quel moment et comment on la fait atterrir dans la réflexion. Voilà. Et dans le cadre pédagogique, vous évoquiez aussi il faut apprendre aux étudiants à être dans cette logique de collectif de projet, à l'inverse d'une entreprise qui est une structure, même si à l'intérieur il peut aussi y avoir des collectifs de projets. Donc ce rôle de médiateur, facilitateur aussi, c'est à travers les projets que vous menez avec vos étudiants, justement le master
Oui. que vous animez? Alors oui, tout à fait. Je pense que déjà, c'est cette histoire de décaler en fait l'attention qu'on a du résultat vers le processus. Donc de ce qu'on veut obtenir, on veut tous que ça réussisse, notre projet. Mais en fait, les conditions, on fabrique beaucoup plus souvent des conditions que des résultats en réalité. Donc ce décalage de faire attention à comment on fait les choses et dans quel ordre on fait les choses, plutôt que une focalisation ou une surfocalisation avec des exigences de maîtrise. Nous, les mots sont forts quand même dans notre milieu. On parle de maître d'œuvre pour les architectes qui font des œuvres, de maître d'ouvrage pour les laborieux qui les portent, les commanditaires. Mais en tout cas, on est tous dans la maîtrise, du moins cette ambition de maîtrise. Et ça, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et on ne serait pas là aujourd'hui sinon. Donc finalement, ce sujet de d'étendre quelque part notre niveau d'exigence, de maîtrise du résultat et essayer de beaucoup plus questionner la manière dont on fait les choses, pour moi c'est un petit peu une clé, et y compris évidemment avec les étudiants, décaler leur attention du résultat, c'est-à-dire les planches qu'ils vont produire, les maquettes, leurs notes, vers le processus, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai fait, toute la dimension affective aussi, qui est très forte. On a fait beaucoup d'accompagnement, de la coopération entre équipes étudiants. Donc comment est-ce qu'effectivement on passe du temps à inclure et se dire qu'on n'est pas en train de perdre son temps parce qu'il y en a un, il ne travaille jamais, parce que c'est ça le travail en équipe en étudiant. J'imagine que tout le monde a gardé des souvenirs de ça, celui qui fait rien, que c'est moi qui fais tout seul le travail, tout ça. Donc comment en fait, on se dit que ce qu'on est en train de vivre, c'est un apprentissage et qu'on n'est pas en train de perdre son temps et que c'est qu'à cause de lui qu'on va avoir une note nulle. Voilà. Et ça s'accompagne en fait pour vivre les choses comme un apprentissage encore une fois et non pas comme j'ai échoué. Et cette notion d'expertise et de maîtrise, c'est justement quelque chose qui est un peu aussi questionné dans la posture du facilitateur au sein de l'entreprise? Oui, tout à fait. Après avoir déconstruit le rôle de l'architecte, on pourra déconstruire le rôle du manager. Là aussi, on a, moins maintenant, enfin, on a encore aujourd'hui des idées un peu caricaturales du manager, qui serait le chef, de qui tout émane, qui serait toujours le leader charismatique, par nature d'ailleurs. On est manager, on ne peut pas devenir manager. Or ça s'apprend, c'est un ensemble de compétences. Et même si la posture du leader, on pourrait dire, du leader inspirant, qui prend la lumière, qui effectivement envoie de l'énergie, prend la parole, peut-être donne le sens à un moment donné, comme on disait, l'objectif commun, la raison d'être, vraiment le sens ultime, donc est dans cette posture haute, on pourrait dire. Bien, il a aussi dans sa palette des éléments de posture basse. Et par exemple, la posture de facilitation. C'est-à-dire, si je veux faire émerger l'expertise, les idées, la créativité, l'énergie des autres, alors il faut que moi, leader, je me mette en retrait. Sinon, si en plus j'ai une autorité hiérarchique, statutaire, ça va être compliqué de laisser la place aux autres. Donc ça veut dire que je passe régulièrement d'une posture haute à une posture basse. Et en l'occurrence, être facilitateur, leader facilitateur, là, c'est se mettre en posture basse sur le fond. C'est-à-dire, même si je connais le sujet, même si je fais partie des experts du projet, par exemple, eh bien alors, dans un cas extrême, je ne dis rien. Je ne contribue pas, puisque je ne veux pas empêcher cet élan qui vient des autres. Par contre, je vais garder une posture haute sur l'animation du processus collectif. C'est ces étapes dont tu parlais, qui sont parfois spontanément, mais qui peuvent être préparées. C'est-à-dire qu'on va designer un déroulé d'atelier, par exemple. Et donc là, je vais garder une posture haute sur l'animation d'un processus. À quel moment on fait quoi, comment on anime, comment on facilite le temps de parole, comment on régule, comment on rappelle l'objectif, etc. Et à l'inverse, me mettre en posture basse sur le fond. C'est un énorme exercice de recul pour le leader. Et ce mot de facilitation qui devient quand même assez courant maintenant, il est assez récent, somme toute, dans les organisations. On l'entend assez peu. Tout le spectre de compétences associées à la posture de facilitation n'est pas toujours défini, ça dépend des boîtes. Mais c'est un enjeu clé pour demain, je pense. Faire émerger l'intelligence collective, donc faciliter. Et c'est justement aussi un des objets de votre activité, de former aussi les managers. C'est quoi les compétences qu'il y a derrière la facilitation, justement? Il y a une compétence clé qui est l'agilité intellectuelle. L'agilité mentale plutôt, être capable de passer d'une posture haute à une posture basse,
comme ça, on the fly, en instantané. Et donc identifier les besoins du collectif. Est-ce que ce collectif a besoin, là, maintenant, que je me mette en posture basse ou en posture haute? Et là, ça nécessite pas mal de connaissance de soi et d'intelligence émotionnelle, quoi. Je peux voir des gens en difficulté, et voir des gens en difficulté, ça crée des émotions en moi, je sais pas, d'angoisse ou de gêne pour ces personnes, et du coup, je vais vouloir agir. Oui, mais peut-être que là, il faut les laisser dans l'inconfort. Donc, il va falloir que je me retienne, et que je maintienne ma posture basse. Au contraire, à un autre moment, il va falloir agir, peut-être réguler, peut-être être très assertif. Ah oui, mais être assertif, j'ai peur de briser la dynamique, la confiance qu'on a créée. Oui, mais il faudrait le faire, là. Donc c'est une grande agilité mentale, je pense, qui est nécessaire pour prendre les bons outils dans la pédagogie, la communication interpersonnelle, la coopération. Ouais, le facilitateur de ce que vous dites, il a vraiment cette posture en fait, d'expert du processus plus que du résultat. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment dans un groupe, justement, comme on l'a dit, avec des parcours différents, des personnalités différentes, des formations différentes, comment est-ce qu'on peut faire pour égaliser en quelque sorte un peu ces expertises, ces individualités, faire que justement il y ait cet environnement sécure et que chacun se sente libre de s'exprimer. Comment faire en sorte que voilà, les personnalités aussi s'acculturent les unes aux autres. On parlait des ingénieurs face aux architectes qui sont amenés à travailler ensemble, ou en tout cas déjà dans leur formation à faire des projets ensemble. C'est quoi le cadre méthodologique, pédagogique en fait pour ce sujet, peut-être Estelle? Oui, alors c'est vrai que c'est cette question de l'autre et le danger parfois, enfin pour moi en tout cas ce qui est toujours un peu une dialectique, c'est que quand des fois on construit des équipes fortes, souvent c'est contre un extérieur qui nous résiste, ou voilà, il y a vraiment ces effets intérieurs, extérieurs aussi dans le fait de construire. Et alors en tout cas, collaborer, ça nécessite effectivement de connaître, reconnaître, ne plus avoir peur de l'autre, pouvoir intégrer aussi ses logiques pour travailler ensemble. Souvent, moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est que voilà, quand on se dit bon bah toi t'es là, puis moi je suis là, alors toi tu vas faire ça, puis moi je vais faire ça, il y a des trous partout. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de trous, il faut que ça se recouvre. On ne peut pas découper dans un processus des tâches avec des lignes. Et puis après, ça c'est pareil, je pense que ça arrive tous dans le quotidien, mais on se désespère toujours de celui qui n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'il ferait, il l'a pas fait. Oui, mais alors pourquoi? Est-ce que déjà il croyait que c'était à lui de le faire? Enfin, à quel moment? Et donc cette question du rôle de chacun, en tout cas, qui nécessite aussi de comprendre qui il est, cette appréhension du savoir-faire de l'autre, de ses savoirs de manière générale, mais de ses savoir-faire. Et c'est vrai que le danger, en tout cas dans la pédagogie, mais dans la vie de l'entreprise aussi, c'est, on se rend compte, enfin moi je me rends compte que c'est pas si facile. En fait, cette question de j'ai appris et même si ça a raté, en fait j'ai gagné une connaissance nouvelle et maintenant je vais pouvoir faire mieux. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à travailler dans la pédagogie, parce que parfois on crée dans la pédagogie sans le vouloir des situations où on va conforter les clivages. Et ça pour moi c'est très triste. Donc nous par exemple la relation architecte-ingénieur c'est quand même quelque chose qui est un peu parfois discuté. Alors moi c'est vrai que comme je suis double diplômée et comme un peu tous mes confrères double diplômés, c'est souvent un débat qui me fatigue parce que moi je vois pas tant que ça de différence en réalité, voilà. Mais souvent on se plaît aussi à s'imaginer différent ou à faire valoir nos différences. Nous les ingénieurs on est ci, nous les architectes on est ça. Voilà, donc c'est vrai que souvent dans le milieu de l'architecture, des écoles d'architecture ou des écoles d'ingénieurs, on va quelque part caricaturer ces différences et donc les rôles jusqu'à finalement s'enfermer dans des rôles inefficaces. Puisque à trop vouloir se coller des étiquettes sur le front de toi tu feras ça, puis toi tu feras pas ça, et en fait, globalement, on n'arrive pas à fonctionner ensemble parce que les choses à faire, peu importe qui, elles ne sont pas faites. C'est les fameux trous dans la découpe des tâches. Et donc, accompagner ça, en fait, c'est pas si simple, effectivement, parce qu'on peut parfois créer des situations pédagogiques comme ça, où on va mettre en situation des collaborations, par exemple, entre des étudiants archi et des étudiants ingénieurs, et puis que tout le monde reparte en se disant
à ces ingénieurs, à ces architectes, et il repart encore plus renforcé. En tout cas, moi, je l'ai constaté dans certaines situations, et voilà, ça m'appelle à une grande vigilance, parce que finalement, construire des situations où on voudrait faire collaborer, où tout le monde repart avec des idées encore plus caricaturales des rôles de chacun, bah, c'est un peu un échec d'un point de vue, en tout cas pour moi, de l'apprentissage. Donc, il y a cette vigilance toujours de revenir à cette question du conflit, encore une fois, quand ça ne se passe pas bien, bah, pourquoi? Et comment est-ce que la fois d'après, peut-être, bah, je m'y prendrai autrement dans ma capacité à collaborer. Et donc, en tout cas, il y a une préparation à ce qu'est l'autre, et pouvoir quelque part l'accueillir. Hein, c'est cette histoire, je crois, d'inclusion, de se dire bah, que moi, tout un chacun, quand on va rencontrer un autre différent, bah, on sera en mesure, en disposition pour accueillir cette différence, la comprendre, l'appréhender, parce qu'on ne la connaît pas a priori, on va la rencontrer progressivement. Et voilà, et dans la pédagogie, en tout cas, pour moi, ça se traduit dans une forme d'orchestration, mais pour moi, la pédagogie, c'est ni plus ni moins que ça. On parle des scénarios pédagogiques aussi, c'est comme une sorte de théâtre d'impro où on aurait non pas écrit les dialogues à l'avance, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que les choses se créent progressivement. Et donc là, en tout cas, on a testé ça cette année, je sais pas ce qu'on reverra l'année prochaine, mais on a fait un peu un speed dating. Moi, je trouvais ça rigolo d'utiliser des images aussi pour organiser ces rencontres aussi de manière un peu ludique. L'approche ludique, parfois, elle permet aussi de déconstruire des appréhensions, et voilà. Et donc, en tout cas, d'organiser ces moments de rencontre et que chacun se prépare à accueillir l'autre, d'une certaine manière. Donc, par exemple, des architectes qui soient capables, parce que les architectes, on a cette particularité dans notre approche des projets, d'être sur un grand nombre de sujets différents. On va chercher à réunir beaucoup et faire la synthèse. Quand les ingénieurs, ils vont plutôt, pour certains, en tout cas, pas tous, il y en a aussi qui ont ce rôle de synthèse et de recoller les choses, mais certains vont plutôt prendre parfois des approches expertes sur, par exemple, la structure ou la thermique, voilà. Et donc, que chacun se prépare, donc les architectes, par exemple, s'ils savent qu'ils vont travailler avec tel profil d'ingénieur, de préparer une question qui va pouvoir être appropriable, recadrer, ce n'est pas toutes les questions que je me pose, mais cette question-là que je veux proposer à l'élève ingénieur de travailler avec moi, et que l'élève ingénieur, lui, se sente aussi le droit d'être un créateur-concepteur. Parce qu'en fait, c'est très créatif le métier d'ingénieur. Et moi, souvent, pour les provoquer, je dis, vous n'êtes pas des calculettes, parce que des fois, on a l'impression que la formation d'ingénieur, il faut maîtriser le calcul. D'abord, on sélectionne beaucoup sur les maths, le niveau théorique, et puis après, maintenant, il y a les logiciels, et en fait, ça serait ça, être ingénieur. Et souvent, moi, pour me moquer, je dis, c'est les ingénieurs, ça passe pas, et puis à la fin, on est au bout du processus, et on dit, ça passe pas. Bah non, c'est tellement triste comme métier. Ingénieur, il y a génie, donc il y a cette dimension de création, d'invention, de conception. Donc l'ingénieur est un concepteur, oui, bien sûr, avec l'architecte. Et donc, c'est trouver et donc préparer les ingénieurs à prendre cette posture de concepteur, à prendre la place qui leur revient quelque part dans les sujets, et préparer les architectes à reformuler et identifier des questions sur lesquelles ils vont pouvoir travailler. Et donc ça, pour moi, c'est du travail des deux côtés pour préparer la rencontre. Voilà, et ensuite accompagner les conflits. Ça aussi, c'est des choses souvent les enseignants qui fuient, c'est-à-dire on considère, voilà, un peu comme on est ou on n'est pas, on sait ou on ne sait pas, collaborer, coopérer, ben non, moi je ne suis pas d'accord, ça s'apprend. Et c'est aussi dans notre responsabilité pédagogique, les enseignants, d'accompagner les étudiants dans le fait d'apprendre à coopérer, à collaborer, et donc de mettre le nez dans le bazar quand il y a des conflits. Oui, ça fait aussi partie de notre rôle, et c'est pas jouer la maîtresse d'école, c'est apprendre à régler les conflits, parce qu'après derrière, dans le milieu de l'entreprise, des conflits, il y en a tout le temps, il y en a toute la vie des conflits de toute façon. Donc se dire, ça fait partie de mon travail, en fait, d'être plus compétent dans ma capacité à les gérer, et pour moi, ça commence dès l'école, et donc ça commence au niveau des enseignants, de s'en sentir, concernés, parce que souvent les enseignants, c'est bon, vous mettez d'accord, hein. Donc là, ils vont s'entretuer les étudiants, mais on s'en fout, nous on attend le résultat, puis on va noter après le résultat. Ben non, voilà, et alors après, il ne faut pas non plus forcément ingérer, c'est l'histoire de posture basse, posture haute. Nous, il y a eu des situations avec mes collègues enseignants où on a été en posture haute dans des équipes, parce qu'il y avait, pendant le Covid notamment, on a eu des situations comme ça, conflits, on a fait un article d'ailleurs là-dessus, où, parce qu'il y avait une sécurité psychologique à assurer pour certains étudiants, et qu'on est les garants, les pédagogues.
Donc on a été en posture haute, on a divisé l'équipe, ce qu'on a fait une fois. Voilà, ça m'est jamais arrivé. Autrement, c'est plutôt des postures basses. C'est équiper en outils les étudiants pour qu'eux-mêmes arrivent à régler leurs conflits. Mais ça ne veut pas dire pas s'en mêler. Ça veut dire les former pour ça et les accompagner. C'était Lucien. C'était aussi. Oui, donc qu'est-ce que... Tu parlais de l'autre, l'altérité, donc la culture, et c'est... Quand on parle de transformation des organisations, souvent l'enjeu clé, c'est une transformation culturelle de l'organisation. Ça m'a fait penser à cette phrase de Peter Drucker, que vous connaissez peut-être, un peu connu, qui dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et effectivement, on peut avoir des beaux plans stratégiques si on n'intègre pas le facteur culturel, au sens large, hein, culture métier par exemple, ou universitaire, alors notre stratégie bien rodée, bien financée, bien planifiée, elle risque de ne pas fonctionner. Donc c'est important d'intégrer le facteur culturel. Là en ce moment je travaille chez Areon, qui est une boîte allemande qui conçoit et maintient des logiciels de gestion de parc immobilier. C'est une boîte globale aussi, qui a fonctionné par rachats successifs, qui fonctionne encore comme ça. Donc ils ont des différences culturelles nationales ou régionales, ils ont des différences culturelles d'organisation, il y a des boîtes historiques, il y a des startups, il y a des grands groupes, il y a des PME là-dedans. Et il y a l'enjeu de créer une culture commune. Et à chaque niveau. Et donc, il y a l'enjeu de se dire qui est l'autre, comment il fonctionne, est-ce que je peux faire un pas vers l'autre pour créer un pont entre des différences culturelles. Mais c'est pas suffisant, quoi. Hein. Si on est dans un collectif représentant de X type de culture, quelle qu'elle soit, alors on ne peut pas toujours tous s'adapter à tous les champs culturels des uns et des autres. Donc il y a l'enjeu de se mettre d'accord sur une culture commune, de créer une culture commune. Quels sont nos rituels collectifs? Quelles sont nos valeurs qui nous rassemblent? Comment on traduit ces valeurs dans des attitudes et des comportements, lesquels sont OK, lesquels ne sont pas OK? Et là, ça nécessite beaucoup de tâtonnements, d'essais-erreurs, de tensions, de désaccords, de trous dans la raquette et de doublons, de guerres de territoire, d'expérimentation. Parce que c'est pas une science exacte, quoi. Entre les cultures de la rapidité, de la réactivité, les cultures de la planification avancée, par exemple, eh bien, il y a besoin de se mettre d'accord sur les rituels de fonctionnement. Entre la culture plus nationale, la culture de la face, il s'agit de ne pas perdre la face, et donc je ne vais jamais dire non à mon interlocuteur, encore moins à mon manager. Et la culture peut-être plus directe d'Europe du Nord, bah attends, si t'es pas d'accord, tu dis non, c'est quoi cette histoire? Et bah on voit bien qu'il risque d'y avoir des incompréhensions et des quiproquos, quoi. Donc comment exprime-t-on un désaccord dans notre collectif? Ça devient une question clé. Sinon, voilà, on croit qu'on est d'accord, ou pas d'accord, alors qu'en fait, on ne sait pas. Et ça nécessite de le faire à tous les niveaux, quoi, hein, dans l'équipe constituée, dans l'équipe projet, et aussi dans l'équipe dirigeante. Là, il y a, je pense, dans le comment faire, il y a plein de choses qu'on a dit beaucoup, mais il y a aussi l'enjeu de l'exemplarité. Si le comité de direction, par exemple, n'illustre pas à quel point ils savent se mettre d'accord, créer des rituels collectifs de gouvernance, en l'occurrence inclusifs, bon, bah, ça ne va pas marcher, hein. Ils pourront incanter et écrire des livrets, des chartes de valeurs et compagnie, ça ne va pas fonctionner. Mais ça marche aussi de pas en haut, c'est vraiment dans les deux sens, je pense. Est-ce que vous auriez un exemple concret, par exemple, d'un projet que vous avez accompagné ou facilité, où il y avait cette différence culturelle, géographique, mais aussi de métier? Il y a cet exemple Areon, là, qui présente ces défis culturels. Et sinon, on avait parlé d'une boîte, une filiale lyonnaise d'une boîte américaine de textile technique, textile chirurgicaux, qui font, je ne sais plus, une fois tous les 2 ans ou 3 ans, qui font une journée innovation. Donc là, on est plus dans les cultures métiers. Et qui... alors c'est une grande salle, il y a des tables, et puis sur chaque table sont rassemblées des personnes de métiers différents. Donc R&D, commerce, mais aussi fonction support, compta, etc. À une même table, on a des représentants de différents métiers. Et il faut qu'à la fin de l'après-midi, chaque table ait identifié ensemble une nouvelle innovation. Avec cette idée que n'importe qui peut être le vecteur, l'initiateur
une nouvelle idée, et pas forcément la personne de la R&D, quoi. Et puis, pendant le début du repas, il y a... Alors, ensuite, chaque groupe présente son idée. Puis, pendant le début du repas, il y a un vote. Le vote de la meilleure idée. C'est-à-dire celle qui serait la plus... Il y a un certain nombre de critères, hein, je ne sais plus bien lesquels, mais vendable, disons, qui trouverait son public. Donc il y a un vote, et l'idée gagnante reçoit un budget et des ressources pour la mettre en œuvre. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a cette idée d'inclusion, de diversité, qui est un ferment d'idées nouvelles. Il y a cette idée d'objectif commun. C'est-à-dire, quelque part, on a un défi. Et ce défi, il est fédérateur aussi, il pousse à s'entendre. Donc je pense que c'est intéressant, cette idée de défi pour pousser à la collaboration. Créer un objectif ambitieux, créer parfois un sentiment d'urgence, créer un budget, c'est chouette, voir la concrétisation de son idée, créer vraiment des incitations, quelles qu'elles soient, à coopérer, quelles que soient nos différences culturelles, métiers. Et on le voit à la fois dans le monde de l'entreprise, dans le monde académique, il y a cette un peu injonction à aller vers de l'interdisciplinarité, du collaboratif. Mais j'ai un peu envie de pousser la question, est-ce que tout doit être collaboratif? Et est-ce que c'est utopique aussi de vouloir collaborer à tout prix? Cette question. Alors c'est vrai que sur cette injonction à l'interdisciplinarité, en fait pour moi, si j'essaye de reformuler cette question, c'est la question de l'efficacité. En tout cas, je me suis posé un peu cette question-là dans la thèse, puisqu'avec mon directeur de thèse, je me souviens à un moment où il me dit « Mais Estelle, c'est quoi en fait un processus de conception collaboratif en architecture ?» Puis moi j'avais envie de répondre « Mais en fait, tous, on n'a pas le choix en réalité. On est tout le temps en situation de collaborer avec plein d'acteurs. Donc moi je crois que toutes les situations sont, qu'on le veuille ou non, collaboratives. Maintenant, ça pose autrement dit la question de l'efficacité des interactions et de la collaboration. Voilà. Et donc, pour poser cette question de l'efficacité, c'est à combien on doit être, et quand, et qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, qui, quand. Donc toujours cette question du processus. Parce qu'effectivement, il n'est pas sûr qu'il soit efficace de mettre tout le monde, dès le début, ensemble, sans méthode. Et ça, nous, des fois, dans l'architecture, on est tout le temps en train de se dire, comme on est dans une conception, c'est de l'interdépendance, et tous les sujets sont interdépendants les uns des autres. C'est un système. Donc en fait, on passe notre temps à passer d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre, on fait des boucles, comme ça, pour que tout fonctionne ensemble. Et donc, moi, je ne sais pas si vous, voilà, ceux qui connaissent le monde de la construction et de l'architecture, mais on passe toujours son temps à se désespérer. Mais pourquoi on n'a pas appelé l'ingénieur structure avant? Mais pourquoi on n'a pas demandé aux habitants avant? Mais pourquoi il aurait fallu tout faire avant? Tout est toujours trop tard. Et là, on se dit, mais comment on fait? Alors, on met l'ingénieur structure, puis là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Et l'habitant, mais ça va être où? Mais voilà, donc on se rend bien compte qu'il y a une forme d'illusion à se dire je vais résoudre mon problème parce que je vais mettre tout le monde au même endroit en même temps. Non, ça ne marche pas. Il y a quand même un ordre. Et par contre, on fait des boucles. Je crois que souvent, le découragement, il vient du fait qu'on a toujours l'impression que ça y est, c'est fini. Voilà, on a passé une étape, ça y est, voilà, puis c'est bon. Alors maintenant, toi l'habitant, tu as dit, maintenant c'est à toi l'ingénieur structure, tu vas dire, et puis après, on n'y revient jamais. Donc l'erreur, souvent, elle est là. Et donc, pour moi, la question de la pluridisciplinarité, c'est encore une fois voilà, cette question du processus et qui demande une intelligence aussi de distance. Donc c'est, moi le facilitateur, je reviens sur la question d'avant, mais il a aussi un point de vue, c'est un acteur, c'est pas juste mélanger des choses et lui, il n'y a rien à voir. Enfin, je ne crois pas, en tout cas dans l'architecture, je ne crois pas à un architecte qui a des partis pris. Il est engagé dans une certaine vision de là où on doit aller. Donc quand je dis qu'on doit décaler la maîtrise du résultat à la maîtrise du processus, ça ne veut pas dire qu'on se fout du résultat. Loin de là, on a une idée aussi de là où on veut aller. En revanche, et parce ce qu'on crée, c'est plutôt des balises, des repères. Et donc, ce qui, quand, quoi, finalement, pour arriver à poser les questions et arriver... Et cette question du trop tôt, trop tard,
plus ça va, plus je me dis, bon, bah, peu importe, tant que ça vient, comme on dit, c'est plus que l'expression, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Bon. Pour moi, c'est un peu ça, parce que finalement, on se rend bien compte que oui, il y a quand même un moment où, quand même, ça finit par être trop tard pour certaines choses, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est aussi d'accepter, je crois, cette procédure d'essai-erreur et de ne pas se désespérer que bah, ça ne marche pas ou qu'on ne trouve pas tout de suite. Puisque ça nécessite voilà, de se tromper. Donc la pluridisciplinarité, encore une fois, et la question de l'efficacité, c'est vraiment une orchestration en fait, de ces points de vue, mais c'est certainement pas tout le monde en même temps. En revanche, il y a mais ça peut-être que Lucien, je pense, pourra mieux en parler que moi, mais il y a en tout cas dans la manière dont on règle des processus, des moments où il faut être 2, des moments où il faut être 10, des moments où il faut dessiner, des moments où il faut être debout. Et en fait, c'est ces situations finalement collectives pour moi. Quand on dit on travaille sur un processus, c'est créer ces situations. Est-ce qu'on est autour d'une table? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce que, voilà, qui est là et qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, c'est ça qu'on crée, c'est des situations, comme dans la pédagogie quelque part en fait, où là, il va se passer les choses. Lucien, tu es qui ça? Ouais, je suis d'accord. C'est à plein de niveaux. Alors, ça me faisait penser à un livre là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, de Cal Newport, qui s'appelle Deep Work, le travail profond, qui porte sur la concentration. Et quand il en parle, il dit un truc rigolo, il dit « la concentration, c'est le nouveau QI ». Parce qu'on a beau être intelligent, avoir tout un tas de diplômes, de double diplôme et tout, on est tellement perturbé, dérangé, parasité en permanence, pour tout un tas de raisons là aussi, qu'on finit la journée stupide et stressé, quoi. Donc l'enjeu clé de la création de valeur aujourd'hui, son angle évidemment, c'est de préserver son focus, sa concentration. Et si on prend sous cet angle-là, alors il y a des temps de focus individuels et des temps de focus collectifs. Il y a parfois ce qui va être nécessaire, c'est de créer des temps de focus collectif. Comment ensemble se concentrer sur une résolution de problème, une phase projet, parce qu'on sent bien que c'est la force du collectif qui va résoudre le problème. Mais il y a des temps où on a besoin du focus individuel aussi, que ce soit pour des raisons opérationnelles ou que ce soit pour des raisons personnelles. Si je suis plutôt introverti, bah, je vais reconstituer mon énergie plutôt dans des temps solo que dans des temps collectifs. Donc différentes raisons qui font qu'il va y avoir aussi besoin de ce focus, de ce temps individuel. Mais qui ne peut pas exister sans les temps collaboratifs. Puisque là où je te rejoins, c'est qu'on ne peut pas dire tout doit être collaboratif, ce serait dogmatique. Mais la réalité est collaborative, je suis bien d'accord avec toi. Mais à quel moment? Quel est le moment le plus efficace? Sur quel sujet pour se mettre dans ce mode collaboratif? Ça m'avait inspiré autre chose, mais là j'ai besoin de 3 secondes. Oui, non, si, tu l'évoquais aussi, c'est la question de la complexité. Puisqu'on dit, il y a cet acronyme VUCA qu'on entend de plus en plus depuis quelques années, les environnements VUCA, volatiles, incertains, complexes, ambigus, qui sont de plus en plus fréquents. On a notre dose depuis quelques années, et on voit bien que plus on est dans ces environnements VUCA, complexes, incertains, etc., plus on a besoin d'intelligence collective. Parce qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes tout seul, personne. Même un surhomme, quoi. Non, on a besoin de cette puissance du collectif et donc de valoriser l'intelligence collective, je pense. Et oui, voilà, c'était ça que je voulais me dire. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être tout le temps dans la recherche du consensus. Qu'est-ce que la coopération? Donc c'est pas forcément, on a parfois cette idée, mais ça doit être tout, des mots comme consensus, bienveillance, harmonie. Ouais, mais non, la coopération, c'est aussi, tu l'as très bien dit, la conflictualité, la tension, le désaccord. Et donc si on prend cette acceptation large de la coopération, alors oui, je pense que c'est important. Par exemple, dans les processus de prise de décision. Ça, je le vois souvent quand je travaille avec des équipes ou des comités de direction. Comment ces collectifs prennent-ils leurs décisions?
Souvent d'ailleurs c'est un non-dit, les décisions se prennent par habitude, et en France le mode principal, hein, c'est du mode consultatif. Je consulte mais je décide. C'est ce que je vois le plus souvent, en gros, hein, pour simplifier. Or, il y a plein de modes de type de prise de décision. Il y a le mode consultatif, il y a le mode consensuel, il y a les votes, il y a la majorité, il y a le vote à main levée, il y a le vote anonyme. Et donc, si on voulait vraiment se questionner sur l'efficacité collective du processus de prise de décision, en l'occurrence, eh bien, il faudrait poser ça sur la table. Pour quel type de décision on utilise, quel protocole de prise de décision. Et on va faire un choix rationnel qui va être collaboratif, mais ça ne va pas être toujours 6 mois pour créer un consensus, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a une question de quantité d'énergie aussi, parce qu'on est à l'heure de l'économie d'énergie, il y a aussi un sujet d'économie de l'énergie humaine. Oui. Il y a moins de consensus, c'est beaucoup d'énergie. Et des fois, il faut passer cette énergie. Parce que quand il faut renforcer l'objectif commun, donc il y a des moments où il faut être capable d'investir cette énergie parce qu'elle est vitale, et des moments où il faut aussi savoir en faire l'économie pour économiser l'énergie là où et la garder, là où c'est important. Donc, cette question d'économie d'énergie, et donc où est-ce que je l'investis, elle est centrale, et je suis tout à fait d'accord avec toi, le processus de décision, pour moi, c'est la clé. Très bien, bah écoutez, je voulais un peu terminer cet échange sur un dernier sujet, puisqu'on est sur ce lien entre le monde académique et le monde de l'entreprise. C'est un peu sur la question justement du recrutement et de la place des futurs diplômés sur le marché du travail. En quoi en fait cette approche qu'on enseigne de pluridisciplinarité, d'approche collaborative, ça a un impact sur le recrutement. Alors Estelle, vous avez justement ce parcours de double diplômé. Peut-être un retour d'expérience par rapport à ça pour éclairer le sujet. Oui, peut-être sur le double cursus, parce qu'en plus on est, ça existe depuis une vingtaine d'années, un double cursus. À Lyon, on a été la première école à développer le double cursus. Maintenant, il y en a beaucoup qui existent, et il y a une association qui s'est créée d'ailleurs pour ça, et qui maintenant est en train de réaliser un grand inventaire dans toute la France de tous les doubles cursus. Donc c'est bien parce que ça va faire un peu un effet de communauté. Et donc voilà, juste pour dire, parce que du coup on a fait une rencontre il n'y a pas longtemps sur les doubles cursus, on a aussi rencontré cette association, et c'est vrai qu'on se rend compte que le fait d'avoir un double diplôme, c'est-à-dire d'avoir été dans 2 écoles différentes, il y a une forme de double culture, c'est-à-dire on se sent dans une appartenance, une potentielle appartenance à différentes communautés culturelles, et donc très souvent, effectivement, en tout cas c'est le retour, parce qu'il y avait une table ronde avec plein d'anciens et de différentes générations, que un peu chacun dans sa pratique, dans des pratiques de très grosses agences, de moyennes ou de toutes petites agences, avait souvent des rôles un peu hybrides. En fait, de relier, voilà, ce rôle de médiateur-facilitateur. C'est sûr que quand on a une familiarité et donc une intimité avec 2 cultures particulières, on est particulièrement bien placé pour aider le dialogue, quoi. Voilà. Et donc finalement, en tout cas, donc là il y avait, je peux en citer quelques-uns, mais voilà, donc c'est Céline Massiani là, qui dirige la IA maintenant, architecte et ingénieur associé, qui a un très gros bureau, donc architecte ingénieur associé. Bon, voilà, là j'ai pas besoin d'expliquer l'état d'esprit de cette agence, mais qui est une très grosse agence d'architecture. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, il y a vraiment des ruptures d'échelle complètes dans les agences d'architecture. Il n'y a pas du tout, c'est pas graduel du tout. Il y a un monde des très grosses agences qui correspond aussi à certains types de marchés. Il y a un monde des moyennes agences qui correspond à un autre type de marché, et un monde des petites agences qui correspondent encore à d'autres types de marchés. Donc c'est aussi des catégories qui sont liées à des pratiques économiques. Hein. Voilà, et donc en fait là on avait vraiment des représentants un peu de tous les mondes, j'ai envie de dire. Il y avait donc ce monde des grandes entreprises où beaucoup d'architectes ingénieurs, en fait il y a beaucoup d'architectes ingénieurs dans ces très grosses agences. Patriarche qui est pas très loin, c'est pareil, c'est un repère d'architectes ingénieurs. AREP, où moi j'ai travaillé, c'est un repère d'architectes ingénieurs. Il y en a beaucoup, parce qu'en interne justement il y a déjà une valorisation aussi de cette double compétence, quand c'est peut-être pas toujours le cas dans tous les mondes. Et puis ce lien en interne voilà, qui peut être fait. Mais dans les moyennes agences, ce qui était intéressant, donc là il y avait Marine Morin, Marine Faro-Brespi, qui ont toutes les deux des moyennes agences. Alors, une moyenne agence, c'est pour une entreprise, c'est des TPE de toute façon, les agences d'archi, c'est de toute façon tout petit. Donc une agence moyenne, ça va être 10, 15 personnes. Voilà, c'est quand même très petit par rapport à beaucoup d'entreprises, mais en tout cas ça veut dire d'être. Souvent, c'est des agences qui vont répondre sur des marchés publics. Voilà, par exemple, l'agence d'ici, la Z, c'est une moyenne agence.
voilà, plutôt haute d'ailleurs en nombre de personnes. Mais, et donc là, ces profils, donc Marine Morin, Marine Favreau-Respi, elles ont, dans leur pratique, en tout cas ce qui était intéressant, c'est qu'elles intègrent, en fait, elles se sont hybridées dans leur mission. C'est-à-dire qu'elles prennent des parties d'ingénierie qu'elles vont réaliser dans les projets, et donc en fait elles choisissent, selon les situations, elles vont pouvoir prendre des missions d'ingénierie, des missions d'architecture, parfois les deux, c'est pas toujours l'idée de tout faire. Donc en fait, ce qui fait qu'elles vont collaborer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, avec des architectes ou des ingénieurs. Donc elles s'hybrident, je dirais, dans leur propre mission. Et puis, peut-être, voilà, il y avait aussi des représentants, et ça c'était intéressant, on en parlait tout à l'heure avec Lucien, mais aussi les architectes et les architectes ingénieurs peuvent parfois travailler dans plein de milieux très différents. Il y avait aussi plusieurs représentants des services de l'État, pour des architectes ingénieurs qui sont issus de TPE, l'École nationale de droit public de l'État, qui aujourd'hui travaillent, donc là il y avait Adrien Grondin par exemple, et qui travaillait du coup à une échelle macro, mais pareil, en reliant finalement des sujets, ou alors Livia Delaporte, elle qui travaille dans la cellule concertation, donc au niveau de la métropole. Voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant, parce que ce qui reliait pour moi tous ces parcours et ces profils, c'est qu'à chaque fois, ils avaient des positions finalement un peu hybrides dans les tâches ou dans les positions qu'ils occupaient dans les collectifs. Voilà. Lucien, peut-être. Oui, ce que je peux rajouter, c'est de se mettre à la place d'un recruteur ou d'une recruteuse, par exemple. Et les recruteurs et les recruteuses, ils ont une peur qui est de faire le mauvais recrutement. Ça caractérise leur métier, quoi. Ils sont sous pression du timing et puis de leur commanditaire. Je voudrais tel profil pour tel poste. Et donc ils sont très inquiets et donc ils essayent de se rassurer. Au cours du temps, ils sont rassurés par tout un tas de choses. Hein. Donc comment ça s'appelle ? La graphologie, par exemple. Ils ont besoin d'être rassurés dans leur choix. Et une grande manière d'être rassuré, qui vaut encore aujourd'hui, c'est le choix de l'école. Tu as fait telle école, je te prends. Rien à faire que tu sois nul en coopération. Et ça marche encore beaucoup comme ça, quoi. Mais de moins en moins. Et ce qu'on voit de plus en plus, pour tout un tas de raisons, une évolution culturelle, mais aussi des raisons de pénurie sur les marchés de l'emploi, c'est de plus en plus des recrutements sur les soft skills, comme on dit. C'est-à-dire, si tu es capable d'apprendre, de coopérer, d'alerter, de contribuer, d'écouter, etc., il n'y a pas de problème, tu vas apprendre le métier. Alors, peut-être pas ingénieur ou architecte, hein, mais un certain nombre de métiers, tu vas les apprendre rapidement, quoi. Et donc, de plus en plus, certains recruteurs, certaines organisations changent complètement leur logiciel de recrutement et recrutent sur les soft skills. Il y a une start-up lyonnaise qui s'appelle Team Builder, par exemple, et qui met à disposition des recruteurs un outil, une application qui permet d'évaluer le matching de la personne par rapport au poste et aux autres équipiers déjà en poste au niveau de la capacité à coopérer. Alors c'est pas comme tout ce genre de test, il y a des limites, hein, mais c'est intéressant, ça montre une évolution mentale dans les critères de recrutement. Et puis un autre exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai pu visiter l'école 42 à Lyon, l'école de programmation. Ils ont un processus de recrutement, alors là des étudiants, la piscine, alors corrigez-moi si je me trompe, une vingtaine de jours, hein, quelque chose comme ça. Voire même plus. Voire même plus. Même plus, à Paris, c'est plus sur 2 mois ou 3 mois. Ouais, d'accord. Donc les étudiants sont en gros livrés à eux-mêmes pendant 2-3 mois. Et puis, ma foi, il y en a un certain nombre qui abandonnent, quoi. Donc le processus de sélection se fait, je dirais, de manière naturelle. Ça me convient ou ça ne me convient pas. Et la majeure partie de la sélection se fait comme ça. Et puis alors après, ceux qui restent, la plupart sont acceptés tels quels, mais des fois, il faut trancher, quoi. Il y a quelques cas, est-ce qu'on l'accepte ou non? Et là, le critère clé, c'est la capacité de cette personne à avoir mené des projets pendant ces 2-3 mois en collectif. S'il a travaillé tout seul, même si ses résultats sont excellents, eh bien on ne va pas le prendre. Parce que tout le processus d'apprentissage ensuite est basé sur de la coopération. Donc je pense que ça devient déterminant de la capacité à coopérer. Je peux me permettre de rajouter juste un point, parce que ça pose aussi des questions en termes de formation, parce qu'il n'y a même plus d'enseignement. C'est-à-dire qu'après, ensuite, c'est basé sur le gaining, où on va gagner des points en fonction des niveaux collaboratifs qu'on va atteindre sur tel ou tel sujet. C'est des compétences qui vont être, auxquelles on va accéder en un certain nombre d'années.
Et il n'y a même plus en fait d'enseignants, et c'est une logique de peer-to-peer. On va discuter entre pairs, entre plus anciens et nouveaux. C'est assez impressionnant, c'est basé sur des concepts de gaming et de peer learning. Si vous avez l'occasion de la visiter, c'est impressionnant. En termes d'innovation pédagogique, effectivement, l'école 42, elle est très loin dans cette notion. Effectivement. Et bah, écoutez, je vous propose en tout cas de terminer ici et de laisser justement la place aux questions, aux remarques, aux interventions que suscite ce débat autour de l'expérimentation du collectif, cette posture de facilitateur aussi dans le collectif, les enjeux de la collaboration tant dans l'univers académique que dans le monde de l'entreprise. Donc si vous avez des remarques, des questions, des retours d'expérience peut-être aussi dans vos activités. On a entendu parler, vous avez prononcé plusieurs fois le mot pédagogie, mais finalement c'est beaucoup psychologie finalement. Et donc les médiateurs, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient vraiment une formation justement en psychologie pour vraiment être efficace? En tout cas, dans les sciences de l'éducation, il y a beaucoup de psychologues. Si je peux répondre de cette manière-là. Mais en entreprise, par contre. En entreprise, peut-être plus de psychologie. Est-ce que dans les formations délivrées, justement... Oui, non, c'est tout à fait ça. Ou, comme disent les Américains, la psychologie sociale, c'est-à-dire... voilà, ça parle de soi. Et effectivement, je pense que ça devient une compétence clé, hein, c'est-à-dire qui suis-je moi-même dans les interactions? Quelles sont mes forces, mes limites, mes croyances aidantes, mes croyances limitantes, mes représentations, mes schémas de pensée qui vont me rendre performant ou au contraire dans certaines autres situations bien précises, contre-performant. Et je pense que ça devient très important d'avoir un minimum, après le but n'est pas de devenir psychologue, mais un minimum de compréhension de soi, des autres et des interactions pour pouvoir faire vivre un collectif. Alors après, où on met la limite, parce que ça devient hyper ambitieux, quoi, hein. Tout le monde ne peut pas acquérir un niveau profond, en plus de son expertise métier, de la culture d'entreprise, mais je pense qu'il y a besoin d'un minimum de compréhension de ces mécanismes psychologiques. Et ça rejoint notamment aussi la question de l'intelligence émotionnelle. Oui, tout à fait. C'est quelque chose auquel on peut se former, on peut développer justement bien cette sûr. intelligence. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est possible. Par exemple, je suis manager, ou je suis facilitateur garant d'un cadre, d'un protocole. Oui, alors, à ce moment-là, il faut régulièrement que je recadre. C'est-à-dire que je ramène au cadre. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas recadrer. J'ai peur d'abîmer la relation, j'ai peur de mettre l'autre en défaillance, j'ai peur d'entrer dans un conflit. Et donc, dans un cas extrême, je suis en évitement. Eh bien, je ne recadre pas. Et on voit bien que ça va rendre le protocole, la dynamique collective non performante, moins performante que ce qu'elle pourrait être. Donc il faut que je travaille ça. Ou à l'inverse, je peux être quelqu'un de très assertif, très cadrant, mais qui n'arrive pas à me retenir et à me mettre dans l'écoute. Me mettre dans l'écoute, oh, frustration terrible. Donc l'émotion, ça pourrait être ça, frustration, quoi. Je supporte pas cette frustration, donc j'interviens, c'est plus fort que moi. Donc c'est les processus émotionnels derrière qui peuvent être importants dans ces postures de facilitation. Mais je pense qu'effectivement, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, la part de... Alors peut-être pas devenir, on voudrait tout, c'est comme mettre tout le monde ensemble, on ne peut pas non plus être tout et tout savoir. Donc c'est aussi organiser quand même un peu les spécialités de chacun, mais effectivement cette prise de conscience en tout cas de l'importance de ces mécanismes psychologiques, et en premier lieu sur soi. Et là-dessus peut-être je voudrais bien revenir sur ce que tu as dit, cette notion d'exemplarité que tu rencontres, en tout cas que tu travailles j'imagine avec les dirigeants. Moi j'ai le même sujet dans le milieu universitaire, où il y a le milieu universitaire est quand même construit sur des individualités. Les enseignants-chercheurs, pardon, mais c'est des comètes. Voilà. Ma publication, mon truc, machin. Donc, alors, il y a des équipes, il y a des effets d'équipe dans les laboratoires, mais déjà pour des productions qui n'ont rien à voir avec la pédagogie, souvent. Alors nous, en école d'architecture, c'est un peu différent parce que voilà, on hybride beaucoup aussi parce qu'on n'a pas des productions de recherche, voilà, on débute aussi. Mais donc on est beaucoup en collaboration avec la pédagogie sur nos productions de recherche, un peu culturellement dans les écoles d'architecture, mais en tout cas c'est pas simple du tout
dans le milieu universitaire, de créer ces collectifs de coopération et de collaboration. Donc on n'a pas du tout parlé de la dimension recherche, mais pour moi, tous les sujets qu'on a discutés dans la pédagogie ou dans l'entreprise, enfin, je veux dire, on peut complètement transférer les problématiques dans le monde de la recherche, c'est hyper compliqué, voire encore plus compliqué, parce qu'il y a ce statut d'expert ultime. Un chercheur étant un expert de ça, alors lui, voilà, il va encore plus découper quelque part, parce que tout son effort souvent est concentré sur un segment du champ de la connaissance en fait très réduit, et donc voilà, aller chercher des gens qui n'ont rien à voir, c'est peut être beaucoup vécu comme une perte de temps. Voilà, je vais perdre mon temps, qu'est-ce que je vais y gagner, etc. Donc en tout cas voilà, sur cette question de la psychologie, moi je dirais que c'est quand même, il me semble que ça commence par nous-mêmes de là où on est, qu'on soit voilà, enseignant, peu importe quoi, d'où on est, c'est déjà moi d'où je suis, comment je construis les collectifs autour de moi, et si j'ambitionne encore plus d'en accompagner, et alors je dois encore plus redoubler d'efforts et de conscientisation de ma propre manière de collaborer, parce qu'en réalité, et ça pour moi c'est une leçon d'enseignante aussi, je réalise plus j'avance, je dirais, dans mon parcours, à quel point dire est moins fort que faire. À quel point plus on montre, ça marche mieux que de dire. Et nous, quand même, pareil, dans le monde universitaire, on a quand même vraiment une culture du dire et de la parole, le maître de conférence, la conférence. Moi, j'ai vraiment des collègues qui sont conférenciers, et là, on est clairement dans le dire. Bon, une conférence magistrale sur comment collaborer, voilà, il y a un moment où on est, en termes d'outils, ça marche pas. Donc, c'est d'où qu'on est, je crois, déjà, sur cette dimension, en tout cas psychologique, comment je suis, comment ce que je fais, et faire évoluer, c'est aussi être capable soi-même de prendre une place, finalement, dans ce qu'on ambitionne de faire changer, quoi. Ouais, ça me fait penser à une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown. Elle est peut-être psychologue, mais je suis plus sûr, là. Et elle travaille sur le courage managérial, entre autres, et elle dit l'une des composantes du courage managérial, c'est d'oser se rendre vulnérable. Donc c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, mais non, il faut être solide comme un roc, ou comme un grand expert, jamais se tromper, quoi. On est infaillible. Or, elle dit non, c'est une forme de courage managérial et de leadership que d'oser se rendre vulnérable. Et donc, par exemple, si grand expert ou grand manager, jamais je ne montre mes défaillances ou certaines de mes erreurs, j'aurais beau parler de droit à l'erreur, en fait, mon message implicite, c'est non, pas le droit à l'erreur. Et donc, ça va limiter les possibilités d'apprentissage, quoi. Et les boucles d'itération dont tu parlais, c'est l'erreur. Je me permets juste de faire, parce que c'est très en lien avec la question sur le psychologue. Moi, je suis facilitatrice depuis un certain nombre d'années et j'ai repris mes études en psycho, justement, parce que d'abord, j'ai essayé d'être... je suis coach aussi. Je suis passée d'abord en me disant il y a une limite à notre métier de facilitateur et d'accompagnement que j'avais du mal à toucher. Donc, j'ai fait une formation de coach et depuis, j'ai repris mes études en psycho et je suis étudiante-chercheur en psycho. Et pourquoi? Parce que je me pose la question du prendre soin. On a beaucoup parlé d'efficacité dans le collaboratif, mais la prendre soin du collectif. Et j'avais envie de vous questionner justement sur cette question du prendre soin, d'un truc que moi j'appelle le fantasme du facilitateur, quand on arrive près d'une équipe et que l'équipe projette sur nous on va tout rendre facile. Il y a un problème, mais en fait ça va être facile parce qu'il ou elle est là finalement. Et donc voilà, j'ai envie de vous entendre un petit peu là-dessus sur comment prendre soin en fait de ce collectif-là. Et moi, je rejoins en fait sur cette question de la... Je ne sais pas si tous les facilitateurs doivent être psychologues, mais en tout cas, il y a une dimension de... les deux sont très très liés. Quand vous parlez d'inclusion, pour moi, ça parle de contenance, de cadre, de soutien en fait. On soutient le groupe et de cette responsabilité qu'on a en tant que facilitateur face au groupe. Et ça rejoint un petit peu l'action que tu avais sur les... Moi, je l'ai entendu sous les formes des limites du collaboratif, en fait. Où est-ce qu'on vient toucher la limite du collaboratif au moment où, en fait, on fait mal au collectif, on fait mal aux individus, parce qu'on les force dans le collaboratif. C'est une question très très large. C'est trop large. je peux la centrer. Hein. Je peux la centrer, j'ai ça, la question qui tourne autour de ça. Moi, je peux bien peut-être essayer de répondre, en tout cas, peut-être, je vais un peu prendre le contre-pied. Enfin, je pense que je réponds, mais en prenant peut-être le contre-pied, parce que parfois, il y a des choses
qui font mal, et c'est nécessaire. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ah, je suis en train de... Mais le prendre soin n'est pas d'enlever la conflictualité. Oui, alors, c'est ça d'une part, mais je vous dis ça parce que, en tout cas, nous, ça nous questionne sur... Moi, ça me questionne sur l'apprentissage. Vous voyez, par exemple, parce qu'on a eu... je fais beaucoup d'évaluations, moi, des enseignements à la fin, parce que pour moi, c'est notre retour, enfin, notre résultat, c'est qu'est-ce qu'ils ont appris. Donc, il faut forcément que nous, en tant qu'enseignants, on soit capables de s'équiper, d'aller observer ce qu'il en reste. Et souvent, dans les retours qu'on a pu avoir donc sur cette pédagogie comme ça, où on encadre énormément la coopération, c'est qu'on a eu parfois, pas tout le monde, parce que des fois, souvent, quand on coopère bien, ben, on a un super résultat. Enfin, il y a quand même une corrélation. Voilà. Mais parfois, ben, ça ne marche pas toujours, on n'arrive pas toujours au résultat qu'on ambitionnait, il y a une forme d'échec. Et donc, on a eu des retours comme ça d'étudiants qui ont exprimé des frustrations. Alors c'était super, je me rends compte que j'ai jamais autant appris, humain, et que le management, et tout ça, et les conflits, tout ça, mais alors le projet, qu'est-ce que je suis frustrée, j'aurais voulu aller plus loin. Et ben moi, avec des réponses comme ça, j'ai été très satisfaite en tant que pédagogue, parce que je me suis dit, ok, c'était douloureux, peut-être bien parce que c'était nécessaire. Et qu'en fait, il y a moins cette inconscience qu'on a aussi de devoir travailler sur nous-mêmes, sur cette dimension de la coopération, de la collaboration. Et en fait, on a quand même tous globalement une focalisation sur les résultats et les productions, beaucoup plus que sur les processus en jeu. Enfin, je veux dire, dans tous les métiers, je crois à peu près. Donc, en fait, redresser quelque part cette attention, cette prise de conscience sur l'importance des relations et du processus, ça peut parfois se faire dans la douleur aussi, et donc c'est pour ça que je trouve intéressant ce que vous dites, le côté facile. Non, ça va pas forcément être facile. Pour moi, c'est le fantasme que le client, que le groupe va avoir, et qui est à casser justement. Oui, tout à fait. Parce que non, justement, ça va pas forcément être facile. Faire mal pour prendre soin. De la même manière qu'une psychothérapie, c'est rarement facile ou même agréable. Enfin, il y a un travail aussi, parfois de fond qui nécessite un effort. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce qu'on a aussi cette injonction. C'est pour ça que le prendre soin de soi, ben oui, mais des fois, il y a aussi des efforts, des choses qui coûtent, et c'est plutôt comment faire face aussi à cet effort. Je vais peut-être, parce que pour moi, prendre soin, c'est pas forcément faire des massages, si je donne l'image. Pour moi, prendre soin, pour donner un exemple, on parlait de processus de prise de décision tout à l'heure. Ces équipes, alors je travaille beaucoup dans l'entreprise, un peu dans les collectivités, mais beaucoup dans l'entreprise. Ces équipes où on va, pour moi, faire semblant de faire du collaboratif. On demande du collaboratif pour prendre des décisions, mais il n'y a pas de portage stratégique. Mais les rôles ne sont pas identifiés. Et c'est là où il n'y a pas de soin dans l'équipe, puisque après le collaboratif, pour moi, ne se fait pas. Enfin, il n'y a pas de... Il y a peut-être une efficacité court terme, mais il y a un mal qui est fait à l'équipe. À mon sens. Oui, en fait, le risque principal du participatif, de la posture participative, pour le manager par exemple, c'est ce que je connais mieux, c'est les jeux psychologiques. Donc c'est ce que vous décrivez, pardon. C'est-à-dire, alors parfois c'est juste de la maladresse, hein. C'est pas toujours intentionné et malveillant, mais ça peut être manipulatoire aussi. Je vous fais croire que, et en fait, non, vous n'avez pas le choix, quoi. Ou je vous fais bosser, mais il y aura juste mon nom associé à l'idée, enfin, tout ce genre de choses qu'on connaît. Donc c'est un peu les risques inhérents à la collaboration dont il faut avoir conscience, quoi. C'est-à-dire qu'on a ces vertus de la collaboration, cette puissance de la collaboration, d'intelligence collective, mais on a aussi tous ces risques de dérive si on n'a pas une éthique professionnelle, une éthique de facilitation ou de management, ou que sais-je, qui va permettre de réguler le groupe et la posture de facilitation. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est les groupes vivent. Les groupes évoluent selon des phases. Et ces phases, elles sont connues. Elles ont été observées empiriquement, ça date des années 50, les premiers travaux. Si ça vous intéresse, un des premiers, c'est Bruce Tuckman. Et ma préférée, moi, c'est Suzanne Whelan, qui travaillait là-dessus, qui écrit des livres, on trouve des petites vidéos. Mais ils sont en phase, hein, ces deux-là, c'est d'autres. Et donc les groupes vivent suivent des dynamiques vers plus de maturité et de performance. Bien qu'ils n'aillent pas tous vers les niveaux plus élevés de maturité et de performance. Hein. Il y en a qui s'arrêtent en chemin, qui stagnent ou qui régressent. Et dans ces étapes, pour elle, c'est l'étape 2, hein, qu'elle appelle contre-dépendance et conflit. Il y a une étape nécessaire. Dans son modèle, c'est la deuxième étape.
c'est que les personnes se sentant de plus en plus incluses, s'affirmant, se connaissant mieux les unes les autres, eh bien alors s'affirment justement. Donc on a des accords, des guerres de territoire, des doublons, des trous dans la raquette, on a une énergie, les personnes ont envie d'essayer, de contribuer, de faire valoir leur mandat, leur rôle, leur responsabilité. Mais si moi, facilitateur, je veux éviter ces conflits, parce que je suis dans l'inconfort, j'aime pas ça, je pense que créer un environnement sécure, c'est ne pas avoir de conflictualité, alors je ne laisse pas vivre cette phase. Mais si je ne laisse pas vivre cette phase, l'équipe ne va pas passer au niveau suivant de maturité, quoi. Les conflits vont se manifester ailleurs, en dehors du manager ou du facilitateur, ou vont se transformer en non-dits qui vont réduire la performance de l'équipe. Et donc, créer des environnements plus ou moins sécures va dépendre aussi des phases dans la dynamique de vie de l'équipe. Je peux préciser le nom de l'auteur, pardon. Suzanne Whelan, W-H-2-E-L-A-N. J'entends parler de facilitateur. Faudrait-il pas prononcer le mot arbitre plutôt? Comme dans le foot, il n'y a pas de bon match de foot sans un bon arbitre. Est-ce qu'il y a arbitrer, est-ce qu'il n'y a pas de mot, un mot plus... Alors moi, je suis pas d'accord, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'idée d'arbitrage, il y a parfois, je pense, il peut y avoir, parfois on peut être appelé à des postures d'arbitrage. Ça peut arriver, et auquel cas, je pense que parfois il faut aussi savoir prendre ce rôle si, encore une fois, le collectif en a besoin, le processus en a besoin. Mais pour moi, c'est certainement pas une posture d'arbitrage, parce que est associée à l'arbitrage cette idée de décision, et donc de trancher quelque part. Et dans l'idée de trancher ou de décider, il peut y avoir un perdant et un gagnant. Et il y a un moment, en fait, il peut y avoir, on en a parlé dans les processus de décision, quand on est dans le consensus par exemple, on n'est justement jamais dans l'arbitrage. On va être dans une élaboration d'un état d'équilibre qui convient à tout le monde et qui va être adopté. Donc c'est tout sauf un arbitrage. Donc voilà, le mode d'action de l'arbitrage, en fait, a ce côté de trancher qui fait que non, je ne crois pas du tout que... Enfin, je ne pense pas que ce soit une posture permanente, même si peut-être parfois ça peut le nécessiter. Voilà, sauf si par arbitrage, on entend la régulation du processus. C'est-à-dire que si par arbitre, j'interviens sur le fond, je pense que c'est ce que tu voulais dire, alors non, je ne suis plus dans une posture de facilitation. Je ne suis plus neutre sur le fond, je fais valoir mon expertise ou mon idée ou ma décision, ma prédécision, et donc je sors de ma posture de facilitation. Mais ça peut être nécessaire. Un manager, parfois, doit sortir de sa posture de facilitation pour prendre une posture de décideur, et puis décider. Mais si on veut rester dans la posture de facilitation, alors arbitre, ce serait l'arbitrage du processus. Comme l'arbitre de foot, effectivement, qui sifflerait parce que la balle est sortie du terrain, quoi. Donc, bah oui, il y a un des membres du collectif qui, je sais pas moi, qui a des propos sexistes, ou un autre qui est toujours en retard, ou un qui ne travaille jamais, on disait ça tout à l'heure, alors il va bien falloir arbitrer, réguler, recadrer, quoi. Mais je dirais que c'est qu'une compétence parmi d'autres de la facilitation, par contre. Je pense qu'on ne peut pas... C'est un des éléments de la facilitation, mais qui porte sur le process et pas sur le fond. Peut-être une dernière question, oui, Eric? Alors, je vais me permettre de poser une question. Je suis de SAP, et donc on travaille dans un environnement qui est un environnement très international, avec des entreprises où il y a des indicateurs clés de performance. On parle d'excellence opérationnelle, on automatise des processus. Donc on travaille vraiment dans cette logique de processus et de prise de décision. On voit de plus en plus se développer dans les entreprises la posture de manager-coach. On va demander à des gens qui sont d'abord dans l'exploitation de rentrer vers des logiques d'exploration. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ces changements de posture qui sont demandés? Moi, je trouve que c'est capital, c'est une évolution positive selon moi. On parlait du leader inspirant tout à l'heure, qui donne le sens, qui fixe le cap. On parlait du leader facilitateur, là, à l'instant. Je pense qu'il y a aussi le leader coach. C'est-à-dire que là, on est moins dans une dynamique collective, selon moi, bon, ça se discute, hein, mais on est plus dans une logique individuelle. C'est-à-dire, moi, manager, j'accompagne un collectif, mais aussi des personnes. Et ces personnes, il y a l'enjeu de les faire grandir. De les faire grandir en expertise, en autonomie, en soft skills, mais aussi, demain, qu'ils deviennent, qu'ils puissent exploiter leur potentiel et occuper d'autres fonctions chez SAP et ailleurs.
Donc le manager coach, pour moi, c'est pas non plus là encore un psychologue ou un coach professionnel, mais c'est quelqu'un qui va utiliser des outils qui là aussi viennent souvent de la psychologie sociale pour se mettre à disposition de ses collaborateurs individuellement et les faire grandir. Donc on revient sur la notion de vulnérabilité, éventuellement ou pas? Du manager coach. Ouais, du manager coach. Parce que vous aviez développé là. Oui, parce que du coup, on revient à des logiques d'apprentissage. Donc il faut, en tant que manager, accepter l'erreur, l'essai, l'expérimentation par ses collaborateurs, accepter que les personnes... Par exemple, si on se dit que cette personne, elle fait partie de notre plan de succession, ça peut être quelqu'un qui prend notre place demain. Alors ça peut être intéressant de faire venir cette personne comme observatrice à nos comités de direction, si on est directeur. À ce moment-là, elle va voir aussi nos défaillances. Les moments où on est fatigué, moins performant, les sujets qu'on redoute. Et si on veut qu'elle grandisse, à ce moment-là, il faut accepter ça, je pense. Il y avait une Je vais question. essayer de faire vite, j'avais plein de questions. Je ne suis pas le seul, certainement. Moi, j'ai repris assez tard les études et j'ai trouvé très intéressant d'aborder quand même le développement humain, puisque finalement, je trouve le collaborateur le plus pénible, c'est souvent nous, parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, notre comportement, et c'est vrai que ça demande un petit peu d'explication de tout ça. Il y a autre chose qui... Je dis ça en bref. Autre chose dans l'organisation des projets, je trouve qu'on n'utilise pas assez la réflexion en fin de projet sur quand ça se passe bien, pourquoi ça s'est bien passé. Les individus, qu'est-ce qui a fait, les petites choses, c'est du combinatoire, c'est complexe, mais on travaille beaucoup la casse quand ça se passe mal, quand ça accroche. Et puis dernière chose, ça m'amusait parce que moi dans mon métier, on a établi il y a 20 ans toutes ces procédures autour de l'ISO. L'ISO, c'était 9000. Et c'est vrai que normalement on doit faire des réunions et on lance un projet et on le suit et surtout une réunion finale. Je ne suis pas le seul et dans les autres entreprises c'est pareil. Alors moi je suis plus dans l'industrie, on fait vite, on gagne du temps. Mais la dernière réunion de la réunion de fin d'affaires, conclusion, on était bon là, on n'a pas été bon là. Elle passe à la trappe en général. Malheureusement, on fait obligatoirement le lancement d'affaires, les intervenants sont là, mais on n'utilise pas tellement ce Rex de nos affaires qui peut amener « Ouh, ça s'est bien passé ». Quels sont les éléments qui ont fait que ça s'est bien passé? C'est un peu ça ma réflexion, c'est peut-être sur le côté peut-être plus positif. On ne tire pas bien conclusion des projets qui Je pense que c'est absolument fondamental et c'est une lutte de tout instant, ça, je crois. D'arriver Ouais. à tout le temps ramener sur ce qui est acquis et sans se focaliser sur ce qui reste. Et nous, particulièrement dans la pédagogie, où en fait l'étudiant est réputé ignorant, oui, puisqu'il vient apprendre. Donc on a cette espèce de focalisation sur l'erreur, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas, Et c'est très très difficile en réalité au quotidien et concrètement dans les tâches qu'on fait, je trouve, dans la pédagogie, de justement tirer vers l'acquis, ce qu'il sait, ce qu'il sait faire, ce qui a évolué, le positif. Et c'est vrai que c'est une tâche, et alors donc moi-même pour le coup là-dessus, pour faire aussi ce qu'on dit, le propre analyse d'erreurs, essais et tout ça, en tout cas quand on a démarré cet enseignement là où on a beaucoup encadré la coopération, moi je m'attendais, mon attente de pédagogue c'était... il faut gérer les conflits, il faut qu'on en parle, il faut pouvoir s'améliorer, il faut que chacun puisse progresser, etc. Et ben, le résultat de la première année, dans tous les retours d'étudiants, là où j'étais, et ça m'a calmée, je me suis dit, bon, bah ok, je n'avais pas complètement bien senti ce que ça allait pouvoir faire. Les retours les plus forts, c'était, ah, c'est incroyable, on m'a valorisé. Je me suis rendu compte que je savais faire ça. Parce qu'en fait, il y avait des processus, on a mis en place des processus d'allo-évaluation des étudiants les uns vis-à-vis des autres, avec des contrats d'équipe, enfin plein d'outils en fait sur la gestion d'équipe. Et le principal effet en fait de cet outil, ça a été que les étudiants se sont sentis forts de ce qu'ils savent. Et Dieu sait que les étudiants en archi sont malheureux d'avoir l'impression de ne rien savoir faire parce qu'on passe notre temps à les critiquer. Parce que le monde de l'architecture est un monde de critiques, beaucoup. Et donc nos étudiants sont les premières victimes, ils sont dans l'environnement tout le temps de la critique et ont toujours l'impression de rien savoir faire. Et donc ça, c'est un effort vraiment permanent. Je suis c'est très juste ce que vous dites et c'est facile à dire mais dur à faire.
Oui, je partage à 200% ce que vous dites tous les deux. Et je voudrais préciser que les feedbacks positifs, pour reprendre le langage des organisations, faire du feedback, des feedbacks positifs, c'est très exigeant, c'est tout aussi exigeant qu'une critique constructive. C'est pas juste à l'américaine, ouh, amazing! Ok, ça fait du bien, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pas grand-chose, quoi. Et les premiers qui ont travaillé là-dessus, c'est l'équipe de rugby néo-zélandaise, il y a, je sais plus, mais 30 ans, quoi, 35 ans. C'est-à-dire qu'après les matchs, tous ensemble, ils repassaient les extraits vidéo des moments qui avaient bien marché. Et ils se disaient, comment on a fait ça? Comment on peut le reproduire? Parce que si on le reproduit, malgré nos défaillances par ailleurs, on gagne le match, quoi. Et je pense que le feedback positif est vraiment tout aussi important que la critique constructive, quoi. Vraiment. On a besoin des deux. Mais c'est un travail, il faut décortiquer, qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux le refaire. C'est pas juste un moment de plaisir. Je vois qu'on est arrivé à la fin de notre timing, donc je propose de clôturer ici notre table ronde. Merci, un grand merci à Lucien et Estelle pour vos témoignages. Vos expériences, vos questions, vos interrogations. Je pense que Lucien et Estelle, vous pouvez rester encore un petit peu si vous voulez continuer à échanger avec eux. S'il y en a qui veulent visiter le Fab Lab aussi, qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Juste pour vous dire que ce cycle de table ronde regard croisé se poursuit. Le prochain aura lieu a priori en avril et ça portera sur intelligence artificielle et créativité. C'est des sujets qui émergent de plus en plus à l'heure actuelle et la place de l'humain dans cette question de la créativité quand l'intelligence artificielle nous challenge. Voilà, vous dire aussi que, on en reparlera à l'occasion, mais on a un événement aussi phare qui est notre semaine de l'innovation qui s'appelle Meet & Fabric, qui a lieu du 5 au 9 juin 2023 dans nos locaux. C'est une semaine vraiment dédiée à l'innovation et à la créativité. Et on sera aussi dans cette approche de faire dialoguer le monde de l'entreprise et le monde académique autour de ces sujets-là, avec des tables rondes, avec des démonstrations, avec des ateliers pratiques, etc. Donc vous en entendrez très certainement parler. Merci encore. Merci.